Bon, j'enchaîne sur une deuxième conférence. Après, je serai libéré pour ma journée quasiment. Je voudrais accueillir 3 personnes. Alors, c'est une bonne transition parce que là, c'est pour le coup là sur la finance. J'ai commencé par Paul qui est là. Alors, Paul a créé Fortuneo. Il y a quelques années. Aujourd'hui, tu es passé dans le monde de la finance et a créé un fonds d'investissement. Donc, il va nous en parler tout à l'heure en arrivant. Je te laisse l'installer. J'appelle aussi Eric Martineau Fortin. Alors Eric, c'est un homme du monde, canadien, il vit au Guernesey, français, américain. Il a un fonds qui est entre l'Europe et les États-Unis. Il pourra parler un peu de ses gens, c'est très bien. Et Ronan, parce que je peux pas ne pas appeler Ronan si on parle de finance. C'est notre rockstar numérique finance en Bretagne. Je commence par Paul. En Europe, là, ton domaine de jeu maintenant, c'est l'Europe. C'est quoi les grandes tendances dans la finance aujourd'hui en Europe? Il y a plusieurs. Il y a 2 façons de voir les choses. Il y a où va l'argent. L'argent, c'est vraiment le lending, les paiements, c'est les principaux secteurs. Maintenant, les prochaines tendances, je pense, c'est tout ce qui est la donnée. Enfin, on en a parlé avec François il y a quelques instants. Tout ce qui est exploitation de la donnée dans le monde de la finance, c'est un secteur majeur. Et tu constates la même chose aux US ou... Oui, je pense que c'est un peu la même chose aux US, au Canada et aux États-Unis. On a 2 grands thèmes. On a FinTech, on a Insurance Tech, dans lequel il y a beaucoup de choses qui bougent. En FinTech, on a le segment du Loyalty Payment, on a RegTech, on a Blockchain, qui sont des secteurs dont on parle un peu moins, mais qui sont aujourd'hui en train d'avoir certains de vrais business models. On a le lending qui marche très bien. On a des modèles équivalents à United, qui est une belle histoire française ici, qui se développe au Canada, aux États-Unis. Le Robot Advisory, aussi tout ce qui est conseil pour les particuliers, pas uniquement la banque privée, mais le particulier lambda qui souhaite avoir des conseils pour allouer son patrimoine afin de préparer sa retraite. Donc tout ça se fait de manière très bien. Et puis il y a des bons modèles. Il y en a un auquel je pense en ce moment qui s'appelle Robinhood, qui est en fait un modèle de brokering, donc d'achat et de vente d'actions, où l'achat et vente d'actions est gratuite aujourd'hui et qui target spécifiquement les millénials qui ont vraiment des habitudes de consommation différentes de celles que l'on a ici et qui cherchent à adresser cette demande avec des méthodes différentes. Et les banques sont pas toujours les mieux équipées pour le faire. Je pense que l'acquisition que tu as fait avec Plumkin est un bon exemple de genre de choses. J'en profite, juste, c'est le bon moment de prendre des cours de prononciation de tous les mots en anglais, pour éviter les désastres d'hier. Merci. Rodan, justement, par rapport à la banque, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que toutes les fintechs qui arrivent, elles grignotent progressivement la chaîne de la valeur de la banque. Là. Qu'est-ce que tu penses qui va rester dans le cœur de réacteur de la banque? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la banque, effectivement, elle est soumise à une pression très forte sur sa rentabilité, et puis effectivement une pression très forte sur son business model parce que des nouveaux acteurs arrivent. Et en fait, basiquement, moi je dis, il faut revenir finalement à bien découper, sans que ce soit trop chirurgical, les couches de valeur de ce que fait un acteur bancaire. Finalement, l'acteur bancaire, il fait de la transaction, il fait des opérations et il fait du relationnel. En tout cas, c'est ça que fait la banque de détail. Transaction, c'est les opérations du quotidien. Tout ce qu'on fait quand on ouvre un compte, qu'on fait des virements, qu'on dépose des chèques, etc. Et ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de toute façon, ça sera totalement digitalisé demain. On vient, nous, de le lancer il y a quelques mois, comme d'autres, le prêt immobilier totalement en ligne. On vient d'annoncer l'entrée en relation 9.0 qui permet d'ouvrir un compte en 9 minutes dans un réseau de banque de l'État et physique, au CMB en l'occurrence, totalement dématérialisé. Donc ça, il faut l'accepter, que ce sera totalement digitalisé. Des acteurs, pure players, viendront proposer ces couches de valeur. L'opérationnel, c'est tout ce qui permet de gérer les comptes, au sens la nuit traiter ce qu'on appelle les batchs, c'est-à-dire positionner les positions en compte, c'est avoir une interaction par SMS, par mail, par téléphone avec les clients. Et là-dessus, la banque, elle doit monter le 2-3 crans parce qu'objectivement, aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a un déficit de valeur créé. En tout cas, la chaîne de valeur telle qu'elle est ressentie par les clients n'est pas très bonne. C'est aussi pour ça que nous, on a lancé une activité en marque blanche dit B2B pour d'autres, qui nous permet de monter un peu en puissance par rapport à ça. Puis la troisième couche de valeur, c'est le relationnel. C'est ce qui fait ce que la banque de l'État apporte au quotidien, dans ce cas-là, en interaction avec ses clients. Et là, il y a beaucoup de choses encore à réinventer pour se positionner non pas sur la vente de produits, mais sur ce qui fait que dans des moments de vie un peu importants, les études des enfants, une succession, un mariage, un décès, un projet immobilier, on arrive effectivement à apporter par l'imbrication de produits une valeur ajoutée que ne peut pas faire des acteurs purs.
Donc moi, ce que je pense, et effectivement, Pumpkin, c'est un peu l'illustration de ça, on en reviendra tout à l'heure, c'est qu'il y a matière à louer des alliances à des acteurs du digital pur, qui apportent un savoir-faire, jusqu'y compris marketing, parce que c'est pas que, là on voit que les fintechs sont très fortes, c'est le côté très techno, très digital, mais souvent elles s'appuient sur des briques fabriquées par des banquiers, c'est le cas de Pumpkin, c'est le cas de MangoPay et de quelques autres. Donc la réalité, c'est qu'elles font ça très bien, en allant chercher des couches de valeur chez ces banquiers, mais elles font très bien également le marketing en ayant, Pumpkin en a une bonne illustration, et on le verra tout à l'heure avec Constantin, en ayant compris comment adresser un marché particulier avec un marketing très très bien fait. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a matière à s'allier avec ces acteurs, être un des fournisseurs des plateformes techniques qu'elles utilisent, s'appuyer sur leur connaissance marketing très forte, créer un écosystème en ayant plusieurs dans son environnement, et à partir de là, effectivement, on peut construire des choses qui promettent de la valeur, soit en direct, digital pur, soit adosser un réseau de banques de détail comme on le fait nous aujourd'hui. Donc j'ai une conviction, c'est que, comme dit Catherine Barba, le magasin n'est pas mort, simplement le magasin, il doit effectivement comprendre qu'il faut qu'il s'adapte à son environnement qui a beaucoup changé. Et par rapport aux banques en ligne, Paul qui avait créé Fortuneo au départ, on voyait les banques en ligne comme étant les killeuses entre guillemets des banques de détail traditionnelles. Vous voyez ça comment tous les deux aujourd'hui? Ça va converger, Fortuneo va créer demain des agences et puis c'est quoi le sujet? Non, mais je voulais juste faire une remarque, et Fortuneo, c'est un bon exemple. En fait, ce qui chatouille les banques, au départ, c'est la réglementation. En fait, il y a eu une vague de création de courtiers en ligne, puis de banques en ligne dans les années 2000. C'était parce qu'il y avait une évolution réglementaire, c'était MiFID. Ensuite, il y a eu, maintenant, il y a d'autres évolutions réglementaires sur les paiements, etc. Et en fait, ce sont, en premier lieu, c'est la volonté des régulateurs de créer de la compétition dans le secteur bancaire en particulier. C'est ça qui chatouille les banques. Ouais, je pense que pour compléter ce que dit Paul, par exemple, sans rentrer dans le détail technique, il y a aujourd'hui des acteurs qui se lancent pour faire ce qu'on appelle de la consolidation de comptes. Donc, je sais pas, Linkso, que nous on connaît bien, mais également Banking et quelques autres, qui permettent d'agréger toutes vos positions bancaires sur un seul outil. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des textes européens, effectivement, poussés par la réglementation et transposés en droit français, qui permettront à ces acteurs assez vite, et moi je pense que si on raisonne en tout cas consommateur et même évolution du modèle, c'est une bonne chose, qui permettront à ces acteurs de proposer non plus seulement de consolider vos comptes, mais faire des virements de compte à compte depuis leur interface. Donc typiquement, devenir être celui qui est tout au-dessus et qui s'appuie sur ce qui deviendrait, si on ne fait rien, juste des outils techniques que seraient les banquiers. Donc effectivement, on voit que la réglementation, comme a dit Paul, ouvre beaucoup de brèches par rapport à ça, en ayant plutôt ce qu'on peut comprendre une position vue du consommateur. Et donc c'est aux acteurs classiques de s'adapter, cette adaptation passant bien sûr par des innovations propres, j'en ai cité quelques-unes nous concernant, ou passant tout simplement par des alliances avec des acteurs qui peuvent leur apporter, encore une fois, de la valeur qu'eux ne sont pas en situation de créer aujourd'hui, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, c'est pas un problème de moyens. C'est qu'à un moment donné, même quand on rachète Fortuneo il y a 10 ans, quand on fait une alliance avec Litchi ou même avec Pumpkin, c'est parce qu'on pense qu'il y a un moment, il faut pas gratter le moment où le marché est présent, il faut sauter dessus, et donc à partir de là, il ne faut plus prendre une option de s'allier avec un acteur qui a pris cette longueur d'avance qui permet d'accélérer ensuite. On parle beaucoup de banques là. Quand on préparait, Eric, tu me parlais aussi de grosses révolutions dans l'assurance, que ça bougeait beaucoup. Et je pense les sociétés d'assurance comme les institutions bancaires ont un peu la même chose. Et on parlait de Google qui trouvait des moyens d'innover. Toutes les entreprises aujourd'hui cherchent à innover, mais sont un peu trop rigides pour bouger aussi rapidement. Et c'est pas un mal, c'est qu'on a des bases établies. On peut pas faire bouger un bateau de 5 degrés en 2 mois, en 3 mois. Et un entrepreneur peut faire ça en 1 mois avec une bonne équipe, en s'ajustant et en utilisant les brèches qui existent. Donc, en assurance, c'est un peu la même chose, mais on voit des tendances qui se dessinent de gens qui offrent des produits qui sont plus adaptés aux consommateurs. L'achat de ces produits est fait de manière plus facile. Je pense à Lemonade aux États-Unis, qui est un bon produit d'assurance où l'assurance maison, voiture est rendue très facile. Et puis le pricing se fait automatiquement en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de pricer un individu sur la base de son credit score. Et de manière rapide, l'intermédiation se fait. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent de ce côté. Et je pense que les compagnies d'assurance, par rapport aux grandes banques, sont même encore un petit peu en retard, puisqu'elles sont habituées de vivre sur une rente, et vivre sur une rente de 20 ans, 30 ans, 50 ans certaines fois. Mais ça bouge, et beaucoup de compagnies d'assurance, Suravenir est un exemple, mais il y en a d'autres aussi au Canada qui nous aident, qui nous financent en tant que fonds, mais aussi en tant qu'entreprise, ont décidé de participer à cette innovation en investissant dans des entrepreneurs, dans des sociétés qui investissent dans des entrepreneurs, pour essayer d'avoir une petite longueur d'avance et de voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc ça se fait du côté assurance, mais l'assurance, je crois, les assureurs sont même un petit peu en retard par rapport aux banques aujourd'hui.
Tu parlais d'intelligence artificielle. Moi, quand j'étais à Las Vegas en début d'année, on montrait des robots d'intelligence artificielle qui faisaient du conseil juridique, du conseil bancaire. Comment ça s'est passé à Las Vegas du coup? C'était super. Il y avait des boîtes à jeux, il y avait des super hôtels magnifiques, mais il y avait surtout des belles conférences et des belles technos. D'accord. Si tu veux, je t'inviterai. T'as les photos. Et donc, il montrait que dans le juridique et dans le bancaire, ou dans le conseil de manière générale, l'intelligence artificielle a un peu bousculé les lignes et créé, ou en tout cas tué un peu de valeur. Est-ce que c'est une menace pour les banques aujourd'hui, pour l'assurance? Est-ce que c'est une opportunité? Ronan, je sais pas si... Ou Paul? L'intelligence artificielle, la question? Est-ce que c'est une menace pour... C'était pas très clair comme question. Hein. Oui, non, je pense que c'est plutôt un outil. Je vois ça plutôt un outil qu'une menace. Maintenant, si on n'utilise pas cet outil, puis on laisse passer le train et on n'essaie pas d'investir dans cette partie-là, je pense que ça peut être dangereux. On peut rapidement être hors marché. Mais l'intelligence artificielle, c'est un gros buzzword en ce moment. Donc, il faut aussi faire attention à cela, puisqu'il y a beaucoup de belles valeurs qui est amenée par ces outils. Mais encore la monétisation, en tout cas, nous, en tant qu'investisseurs, on voit pas énormément de sujets spécifiques intelligence artificielle qui monétisent, à part si on utilise ces outils pour avoir des produits spécifiques de finance. Tu as peut-être un avis. Alors sur ce sujet, on parlait d'assurance et d'intelligence artificielle, ça tombe bien parce qu'il y a un secteur que je trouve particulièrement intéressant en ce moment, c'est tout ce qui est détection de fraude, lutte contre les fraudes, notamment dans l'assurance. Et là, il y a quelques très belles boîtes en Europe qui se développent sur ce sujet-là. Et c'est un exemple intéressant parce que c'est effectivement une technologie qui est arrivée à maturité aujourd'hui, qui permet de radicalement améliorer la capacité d'assureurs à identifier des fraudes à la souscription ou au moment du dommage. Et puis c'est un secteur où on voit que les assureurs sont en demande qu'on leur propose des solutions. Donc on n'est plus dans la disruption ou la concurrence entre des acteurs établis et des startups. On est plutôt dans une forme de collaboration. Et d'autant plus que sur des sujets comme ça, mais c'est vrai dans d'autres sujets bancaires comme le fameux KYC ou des choses aussi peu intéressantes mais utiles que ça, qu'il y a un besoin de mettre en commun des données. Il y a un vrai intérêt, par exemple dans le cas de la fraude, pour des assureurs de mettre en commun des algorithmes de détection de fraude, des schémas de fraude qu'ils puissent partager. Et en fait, les startups sont le bon catalyseur pour que des assureurs, en l'occurrence, travaillent ensemble, échangent des données, échangent des cas de fraude pour améliorer leur dispositif. Comme dit Paul, sur la connaissance client qu'on appelle KYC, effectivement, dans notre jargon, c'est que c'est un vrai sujet. Mais je suis étonné que Franck n'ait pas réagi sur le terme. Oui, mais je me doutais que tu allais le faire. KYC ici. Voilà, exactement. Et il y a un autre sujet qui est assez le niveau peut-être zéro de l'intelligence artificielle dans l'assurance, qui est un vrai sujet, je pense, c'est que si vous prenez par exemple les assurances habitation, elles ont deux défauts majeurs, on va dire. Le premier, c'est que ça, c'est vu côté assureur, c'est une assurance qui est déficitaire structurellement en France depuis des dizaines d'années, parce qu'au moment où les modèles ont été faits, les habitations n'étaient pas les mêmes, ça n'a pas évolué, on avait un écran télé, on en a 6, bref, tout a changé avec tous les scandales à la maison. Donc c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qu'en général, en tout cas on est tous à peu près fait comme ça, je pense, le jour où on a affaire à son assureur dommage pour la maison, c'est le moment où il y a un incendie, le moment où on est inondé, etc. comme ça. C'est un moment de vie assez incroyable, on va dire. On est très épanoui quand ça arrive. Par exemple, avec des modèles assez classiques ou assez simples d'intelligence artificielle, si demain on imagine, et c'est pas de la science-fiction, que l'on mette des capteurs sur le compteur électrique, sur le compteur d'eau ou ailleurs, qu'on ait effectivement la télésurveillance, on peut très bien déplacer le modèle de l'assurance vers un modèle qui, moi, me semble être un modèle d'avenir, qui est le déplacer depuis le dédommagement du risque vers la prévention du risque. Et effectivement, moi, je pense qu'une partie de la valeur que l'assureur va créer demain, par l'intelligence artificielle, par la data au sens large, va se déplacer depuis je vous dédommage un sinistre. On est tous d'accord pour dire que d'être dédommagé d'un incendie qui a brûlé sa maison, c'est sans doute très sympathique. Ça remplacera jamais un certain nombre de choses, et y compris les désagréments qu'on va avoir à vivre pendant de nombreux mois. À l'inverse, être prévenu d'un départ de feu qui peut éventuellement être arrêté avant, c'est sans doute plus de valeur, et on est sans doute capable, ou on peut accepter sans doute, c'est le cas de la télésurveillance déjà aujourd'hui, de payer pour ça en amont. Donc je pense effectivement que l'assureur, il va certes être incité de plus en plus à utiliser la donnée, et cette donnée va lui permettre notamment de déplacer son modèle depuis le dédommagement du risque vers la prévention du risque, et je pense que c'est, d'un point de vue des modèles économiques, mieux pour l'assureur, et d'un point de vue des gens qui l'assurent, de ses clients, donc j'imagine que ça crée plus de valeur aussi. Bon, on peut l'imaginer en tout cas. J'ai une question du coup plus pour la partie fintech et levée de fonds. On voit qu'il y a énormément de fintech qui arrivent, il y a beaucoup de levées de fonds qui se font, et puis il y a aussi beaucoup de deals de M&A qui ont lieu.
il y a les banques qui achètent de toutes parts. Hein. Moi, je me demande si c'est une prise de conscience un peu tardive des acteurs industriels qui rachètent. Est-ce que c'est un effet de mode ou une bulle en se disant j'ai pas envie de rater la pépite qui passe et puis je vais y aller. Et plus largement que ça, je me dis que les startups aujourd'hui, elles n'ont pas le temps de devenir des vraies pépites parce qu'elles sont rachetées par des industriels beaucoup plus vite que dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce que c'est un sujet? C'est pas un sujet pour des fonds d'investissement demain? Et du coup, c'est quoi la question? Est-ce qu'aujourd'hui le fait que les banques rachètent des startups comme ça, c'est une prise de conscience, c'est une bulle ou c'est plutôt une opportunité pour que ces boîtes-là se créent, se développent? Ouais, pour moi, c'est un peu, on dit les fintechs chatouillent les banques. En fait, dès qu'elles les chatouillent un peu, il y a la patte qui tombe et qui rachète. On l'a vu récemment dans plusieurs banques françaises et effectivement la Poste aussi. Je pense que c'est dommage en fait, parce que du coup, on voit pas émerger de très gros acteurs européens dans la finance et notamment en France. En même temps, il y a une phase de consolidation qui est en cours, qui se passe différemment dans les différents pays. En France, on a vu des rachats par des banques. Si on regarde le marché allemand, ça se passe différemment. Il y a une consolidation de start-up entre elles. On a vu, en fait, assez tôt dans le cycle, je trouve que c'est un peu différent du cycle des années 2000. Il y a plein de start-up qui fusionnent, notamment dans les insurtech dont on parlait. Et ça, c'est un mouvement intéressant parce que c'est des acteurs entre eux qui se consolident, mais sans se vendre à un établissement plus grand. Je pense que la principale raison pour laquelle on voit ce phénomène-là, c'est que en Europe, le marché reste extrêmement fragmenté. C'est extrêmement difficile d'aller à l'étranger. Et donc, au bout d'un moment, le potentiel pour devenir une licorne est un petit peu limité ou est difficile. Et du coup, les sorties naturelles, ça reste de vendre à des acteurs établis. Et je pense à ça sur les deux parties de la question, le funding et puis les exits. C'est aussi lié à où est-ce qu'on est dans le cycle. Le cycle du VC et de l'investissement autant fintech que dans d'autres secteurs a redémarré en Europe, en Angleterre vers 2009-2010, en France 2011-2012, pareil en Allemagne. Donc on arrive à cette partie de cycle où il y a les boîtes qui ont bien réussi, qui arrivent à 6-7 ans de maturité et qui deviennent intéressantes pour les grands acteurs. Donc le M&A revient parce qu'on a justement des sociétés qui ont été créées et qui sont disruptives, ça va revenir contre moi, et qui peuvent vraiment changer les choses, changer la donne. Donc c'est une question de cycle. Je pense que c'est sain, en fait. L'autre souci aussi, ça c'est un souci qui est plus européen. On avait ce même souci au Canada et il s'adresse graduellement. C'est qu'on a un manque majeur d'investisseurs de type série B, série C, série D dans ce marché. Les IPO ici sont très peu possibles, même s'il y en a quelques-unes, mais très peu possibles. IPO, c'est les introductions en bourse. Donc okay. sont non, parce qu'il n'ose pas demander parce qu'il ne sait pas. sont très peu possibles. Et puis ensuite, quand on regarde des fonds de grande taille, Paul a un fonds qui est de très grande taille pour ce qu'il fait du LBO, fait du VC, mais des fonds qui ont plus de 250, 300 millions ici en Europe. Il y a quand même relativement... Paul, je suis obligé de demander VC, parce qu'on a une idée, mais VC, c'est quoi? C'est des investisseurs en capital de risque. Voilà. Ok. J'ai pas compris, mais continue. C'est un gars qui a de l'argent. Et les gens qui ont des fonds de cette taille, donc qui peuvent écrire des chèques de 30, 40, 50 millions, comme vous pouvez faire, il y en a très peu. Il y a très peu. Il y en a 5 ou 6 grands fonds qui existent comme ça. Donc il faut qu'il y ait un investissement, tu parles du 1%, qui pourrait remettre 15 milliards dans l'écosystème. Mais si on fait la taille européenne, le Fonds européen d'investissement essaie de faire ça, mais de mettre de l'argent derrière des investisseurs qui sont une alternative aux IPO, là je parle pas juste pour moi, mais d'autres gens, c'est un moyen de trouver une alternative aux acquisitions, puisque l'entreprise ne se vend pas seulement par plaisir. Il y a un moment, il faut croître, et pour croître, il faut de l'argent. Et pour de l'argent, il faut des gens prêts à prendre des risques. Et aujourd'hui, cet argent n'existe pas de manière aussi grande en Europe qu'aux États-Unis, qui sont en mesure de financer leurs ambitions de cette manière. Bon, le temps est un peu compté, donc du coup, est-ce qu'il y a une question dans la salle, juste pour terminer, et puis quelqu'un qui ose se lancer? On parle beaucoup de l'arrivée des gros opérateurs télécoms sur votre métier. On parlait d'Orange, bien sûr, de SFR, je crois aussi, qui a annoncé des choses.
quelque chose que vous appréhendez comment? Non, juste une remarque, je trouve que c'est une très bonne question parce qu'on parle des fintechs qui chatouillent les banques. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il n'y a pas que les fintechs. Enfin, effectivement, il y a les opérateurs téléphoniques, il y a les acteurs Apple qui rentrent dans le paiement, etc. Ça n'a pas toujours marché. Il y a eu Google qui est culture de faire du trial and error. Ils ont essayé de rentrer dans l'assurance, ils se sont repliés. Je suis pas certain que tous ces acteurs-là aient les cultures nécessaires pour vraiment être disruptifs. Alors, ils ont les moyens pour prendre une part de marché et certainement chatouiller. Je ne crois pas que ces acteurs-là vont écrire vraiment une page complètement nouvelle dans le domaine de la finance. Et ceci dit, il y a certains groupes qui ont fait des choses bien. Si on pense à Intel, on pense à Cisco, qui ont réussi à créer des entités de corporate VC qui sont assez performantes. Mais je pense que Paul le dit très bien, il y a une culture très importante à avoir pour faire du VC. Il faut être en mesure de se mettre à risque. Et si le comité d'investissement de ces grandes entités réagit de la même manière qu'il réagit pour des projets de déploiement de réseau dans certaines régions avec un besoin d'avoir un business plan qui est extrêmement précis, ça leur empêche d'avoir une certaine flexibilité. Mais on aime travailler avec ces gens personnellement parce qu'ils peuvent amener certaines valeurs, mais c'est pas toujours bien de les avoir en position de contrôle dès le départ. Merci, on est obligé de s'arrêter là. Renaud, tu veux rajouter un mot? Juste une réaction rapide par rapport à ça. Moi, je trouve que quand des acteurs nouveaux arrivent pour un marché, c'est toujours bien, ça le démocratise le marché. Je pense notamment à la banque digitale. C'est des acteurs qui arrivent en disant on y croit, ça fait que donner du sens à ce marché. Plus on est de compétiteurs, mieux c'est, même si ça accroît la compétition. Et puis deuxième point qui est important, c'est qu'il faut pas quelque part dire qu'on fait des services financiers ou de la banque en ligne, c'est pas juste, mais c'est pas une critique. Dire je fais du paiement, c'est bien sûr le paiement c'est important et on voit bien toutes les conséquences que ça peut avoir quand on est acteur bancaire, que de se faire court-circuiter si on n'est plus sur la frange du paiement. Mais effectivement, le métier de banquier en tant que tel, c'est un métier au long cours. Moi, je me rappelle de discussions, je ne citerai pas, que j'ai eu avec un opérateur téléphonique qui franchit le pas depuis quelques temps pour se lancer sur le business. Et au bout d'un moment, il disait, quand on disait, le BP, c'est peut-être 150, 200, 300 millions de PNB à 3-4 ans, ce qui est déjà beaucoup. Le chiffre d'affaires bancaire, si on fait ça au bout de 3-4 ans, c'est beaucoup. Et qui regardait le ciel en disant, moi, je fais 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. OK. Donc, il se posait la question de savoir quel était le volume de business qui allait faire changer finalement son tropisme et faire qu'il allait se concentrer effectivement là-dessus. Ça restait une espèce de diversification parce qu'il y a une base importante en termes de clients, parce que effectivement le métier financier c'est un transport d'informations aussi quelque part, donc c'est assez légitime, et parce que les opérateurs téléphoniques savent bien faire sans doute le processing du paiement. Après, est-ce qu'ils vont devenir des acteurs bancaires plus largement, comme d'autres acteurs qu'on connaît bien, les Apple et les Google? Moi, je suis pas certain, je suis même pas sûr sur leur intérêt d'ailleurs. Et en tout cas, ils n'ont pas montré que c'est la voie qu'ils prenaient aujourd'hui. Maintenant, faut attendre de voir. Merci Paul, merci Eric, merci Ronan. On peut les applaudir.